Je m'appelle Nadia Bencherif et j'ai 41 ans. Et si je commence par la fin, c'est parce que c'est la seule image qui me donne la clarté pour vous raconter tout ce qui la précède. Un bureau rue de la République, Lyon 2e, une table en chêne clair, Frédéric assis en face de moi pour la première fois depuis 6 semaines, et un document posé entre nous, pas par moi, par mon avocate. Et ce moment précis où j'ai vu quelque chose s'éteindre dans son regard. Pas de la colère, pas de la honte même. Quelque chose de plus petit que ça. La reconnaissance que le calcul ne fonctionnait plus. Je voulais commencer par là, parce que pendant longtemps j'ai cru que cette histoire parlait de trahison, et ce n'est qu'en arrivant à cette table que j'ai compris qu'elle parlait de netteté, de voir enfin les choses comme elles sont. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, et si vous êtes déjà là, merci d'être revenu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'aime savoir qui est de l'autre côté. Maintenant, laissez-moi vous emmener au début. Je suis née dans le 8e arrondissement de Lyon, dans la Cité des États-Unis. Ce n'est pas une métaphore, c'est le nom de la cité, construite dans les années 50, façade ocre délavée par le vent du Rhône. Mon père est ouvrier en retraite. Ma mère était aide-soignante avant de partir à la retraite anticipée à cause de ses genoux. 3 frères aînés qui sont restés dans le 8e ou le 7e. Moi, j'ai eu une bourse sur critères sociaux, un DUT à l'IUT Lyon 1, une alternance en management des organisations de santé, tout payé par moi-même avec des petits boulots le week-end et les mercredis. Ce n'est pas de la mérite personnelle que je raconte, c'est un contexte. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé avec Frédéric, il faut comprendre d'où venait chacun de nous. Mon père avait un jour signé un contrat avec notre propriétaire qu'il ne comprenait pas entièrement et perdu sa caution, 2 mois de loyer, parce qu'il n'avait pas lu les clauses de remboursement. J'avais 16 ans. Je me suis promis ce jour-là de ne jamais rien signer sans lire. C'est de là que vient ma manière de travailler. C'est de là que vient tout. J'ai rejoint Santelio, une start-up health tech lyonnaise, comme 7e employé, 7 ans avant cette histoire. À l'époque, on tenait dans un open space rue de Créqui, avec des tables pliantes et une machine à café qui tombait en panne tous les 15 jours. Je gérais les partenariats depuis le début, j'ai ouvert les accords avec les groupes hospitaliers de Bretagne, puis d'Occitanie, puis de PACA. Quand l'entreprise a commencé à lever des fonds, j'ai reçu mes premiers BSPCE, des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, un instrument financier spécifique aux startups françaises, nominatif et personnel. Au bout de 7 ans, j'en avais 6,5%. Avec la levée de fonds en cours auprès d'un fonds américain, ces parts valaient environ 480 000 euros. C'est Frédéric qui m'a appris à les appeler nos parts, si doucement, si naturellement, au fil des années, que j'avais presque fini par le faire moi aussi. Nous nous étions rencontrés dans un séminaire professionnel à Bordeaux. J'avais 28 ans, lui 31. Il était séduisant, il écoutait bien, il avait déjà son agence de communication. Je croyais avoir trouvé quelqu'un à égalité. Nous nous sommes mariés sous le régime légal de droit commun, la communauté réduite aux acquêts, ce que la plupart des couples font par défaut. Léo est né 2 ans après le mariage, Inès 2 ans après Léo. Pendant 7 ans, Frédéric a eu une agence qui fonctionnait bien. Puis, il a perdu son principal client. Ses revenus ont fluctué, parfois 3 000 euros, parfois rien pendant un mois. Moi, je payais l'appartement dans le 6e, les frais de scolarité, l'assurance. Je ne lui en ai jamais parlé comme d'un reproche. J'ai pensé que c'était une traversée, pas un état. Ce soir d'octobre, Véronique Andrieux, notre CEO, une femme de Bordeaux reconvertie dans la santé numérique, cheveux châtains courts avec des fils d'argent qu'elle n'essaie pas de cacher, a organisé un dîner au Bouchon des Célestins pour annoncer ma promotion au poste de directrice des partenariats stratégiques. 16 personnes autour de la table, lumière dorée de bouchons lyonnais, quenelles en entrée, bruit des conversations. Véronique a levé son verre et dit mon nom. 16 personnes ont applaudi. J'ai cherché Frédéric du regard. Il était assis 2 places plus loin, en face.
Il tenait son verre sans le lever. Il m'a donné un hochement de tête, presque imperceptible, comme si j'avais résolu un problème de logistique, et il a regardé son assiette. Je ne sais pas combien de temps ce moment a duré, peut-être 2 secondes. J'ai souri vers Véronique. Si vous avez déjà cherché quelqu'un du regard dans une pièce pleine, ce soir de votre vie que vous espériez partager, et trouvé à la place ce silence particulier, vous allez comprendre tout ce qui vient. Mettez un like, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Maintenant, laissez-moi continuer. Sur le quai de la Saône, en rentrant, Frédéric a conduit sans parler. 40 minutes depuis le centre jusqu'à notre quartier dans le 6e. J'ai compté les péniches amarrées. Il s'est garé en face de notre immeuble et avant d'ouvrir la portière, il a dit, sans se tourner vers moi, « Nadia, il faut qu'on parle départ. » Dans l'appartement, les enfants dormaient déjà. Il m'a expliqué, avec une voix qu'il avait préparée, je l'entendais à la façon dont il enchaînait les idées sans pause, que 12 ans de mariage et le régime légal signifiaient que tout bien acquis pendant cette période était commun, que les BSPCE, qu'il appelait « tes parts », étaient en réalité « nos parts », et qu'il voulait 240 000 € ou 50% du pactage de BSPCE avant la clôture de la levée de fonds. Je l'ai laissé finir. Quand il s'est arrêté, je me suis assise à la table de la cuisine, ses mains à lui posées à plat sur la table, les miennes croisées, et je lui ai dit « Je vais devoir vérifier la nature juridique des BSPCE avec le service juridique de l'entreprise avant de répondre quoi que ce soit. Tu comprends bien. » Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Il est resté planté. J'ai pris mon verre d'eau, je suis montée voir les enfants. Je me suis assise dans l'obscurité de la chambre d'Inès et j'ai écouté sa respiration dans le noir pendant peut-être 10 minutes. Et une pensée s'est posée, très calme, très froide. Frédéric avait cité 240 000 €. Un chiffre précis. Un chiffre que je ne lui avais pas donné. Il m'avait fallu des calculs pour arriver à ce nombre moi-même, des paramètres de valorisation que je connaissais à travers mon poste. Frédéric n'avait pas accès à ces informations, ou il n'aurait pas dû. La semaine qui a suivi a eu cette qualité bizarre des semaines impossibles où on continue à fonctionner normalement à l'extérieur et où quelque chose en soi fait tourner en continu une question sans réponse. Je préparais les petits déjeuners, j'emmenais Léo et Inès à l'école, j'arrivais au bureau à 8h30, j'entrais en réunion, je prenais des décisions, je rentrais, je donnais le bain d'Inès. Et pendant tout ça, la question tournait. Où avait-il eu ce chiffre? À la maison, Frédéric et moi avons continué à vivre dans le même appartement avec la politesse des fins. Il me demandait si j'avais bien dormi, je répondais oui. Il disait qu'il fallait penser à renouveler l'abonnement de la piscine de Léo. Une politesse presque professionnelle, qui dit tout sur ce qui est cassé sans le nommer. Karine, mon amie depuis la fac, sa mère est sénégalaise, son père est de Grenoble, elle est avocate d'affaires à Lyon, m'a appelé un mardi soir pendant que je marchais le long de la Saône. Je marche quand je dois penser, c'est un vieux réflexe, les quais de Lyon sont faits pour ça. Elle a entendu dans ma voix ce que je ne disais pas encore tout à fait, et elle m'a recommandé maître Isabelle Fontaine, avocate en droit de la famille, une femme qu'elle connaissait depuis des années. Elle est rigoureuse et elle ne te vendra pas d'illusions. J'avais besoin exactement de ça. La semaine d'après, l'avocat de Frédéric, maître Lucien Garel, dont j'ai su le nom par la lettre recommandée que le cabinet juridique de Santelio a reçue, envoyait une demande formelle réclamant 50% des BSPCE dans le cadre du régime matrimonial de droit commun. Véronique m'a appelé le lendemain matin à 8h15. Elle m'a demandé de venir directement dans son bureau. Elle a fermé la porte. Et elle m'a dit ce qu'elle aurait dû me dire 18 mois auparavant. Que Frédéric avait contacté Santelio lors de la période préliminaire à la levée de fonds, se présentant comme le référent financier de Nadia Bencherif, demandant des informations sur les projections de valorisation. Notre DAF, Éric Mauget, avait refusé catégoriquement et l'avait signalé à Véronique, qui avait attendu de voir.
qui maintenant regrettait d'avoir attendu. J'ai digéré ça pendant une journée entière sans le dire à personne. Il y a une différence entre soupçonner que quelque chose ne va pas et avoir la preuve que quelqu'un a délibérément contourné votre confiance pour obtenir des informations auxquelles il n'avait pas accès. Je suis allée chez Maître Isabelle le vendredi suivant avec un dossier de documents que j'avais mis 2 nuits à constituer. Isabelle est directe dans la manière que seuls les gens qui ont vu beaucoup de situations compliquées peuvent être directs. Elle m'a expliqué la première chose. En droit français, les BSPCE sont des instruments nominatifs, personnels et incessibles. Ils ne font pas partie du patrimoine commun. La demande de Frédéric était juridiquement infondée depuis le début. Son avocat l'avait peut-être mal informé, ou peut-être l'avait-il mal briefé. Je n'arrête pas de penser à ce que ça signifie que quelqu'un décide de t'utiliser à sa façon, de cartographier tes failles, de compter sur ce que tu n'auras pas envie de vérifier. Est-ce que tu as déjà été dans une pièce où quelqu'un parlait de quelque chose qui t'appartenait, comme si c'était un actif dont la gestion se discutait? Mets-le en commentaire, je les lis tous. Isabelle m'a ensuite demandé d'apporter tous les relevés du compte joint des 3 dernières années. J'ai passé un samedi soir à les éplucher seule dans le salon après avoir couché les enfants. Et je les ai trouvés. 23 virements sur 27 mois. Des montants variables. 850 € en juin, 4 200 € en décembre, 1 600 € en mars. Toujours depuis le compte joint vers le compte courant d'associés de voisins conseil SARL. Aucun que je n'avais vu passer, parce que je ne regardais pas régulièrement les relevés détaillés. Je faisais confiance à la vision d'ensemble que Frédéric m'en donnait parfois. Total cumulé, 47 000 €. 47 000 € que Frédéric avait prélevés sur notre compte commun pour alimenter son entreprise, sans me le dire, sans me demander, en échelonnant suffisamment pour que ça ne se voie pas d'un regard. J'ai refermé le dossier. Je suis allée dans la cuisine, je me suis fait un café filtre, le même geste que tous les matins, la même tasse en grès beige que ma mère m'avait offerte quand j'avais emménagé dans mon premier appartement. Et j'ai regardé la rue par la fenêtre un long moment. Il avait pris l'argent. Il avait pris les informations qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Et maintenant, il voulait les parts. Les 3 choses ensemble faisaient quelque chose que je n'aurais pas su nommer une semaine avant, et que maintenant je n'avais aucun mal à nommer. Une extraction organisée. Pas une trahison d'impulsion, une architecture. La première séance de médiation a lieu 10 jours après, dans une salle de réunion du cabinet de Maître Garel. Frédéric est là avec son avocat, moi avec Isabelle, et un représentant du cabinet juridique de Sant'Elio. Maître Garel présente l'argument de la communauté légale avec la confiance de quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs suffisamment loin. Isabelle l'écoute jusqu'au bout. Puis elle sort de son dossier un extrait du Code monétaire et financier, article L 228-92 et suivant, et le pose sur la table. Les BSPCE sont nominatifs, incessibles, personnels à leurs bénéficiaires et explicitement exclus du régime matrimonial de droit commun par leur nature juridique. Maître Garel demande une suspension. Frédéric me regarde pour la première fois depuis que nous sommes entrés dans la salle. Je ne le regarde pas. Je regarde Isabelle qui replace ses papiers dans l'ordre. Maître Garel revient en disant qu'il faut prendre le temps d'examiner certains points et que la séance est suspendue. Frédéric et moi sortons dans le couloir en même temps par hasard. Il commence à dire quelque chose. Nadia, je pense qu'on peut... Et je le regarde, et quelque chose dans ma façon de le regarder l'arrête. Je prends l'ascenseur. Quand les portes se ferment, je pense. Il ne savait pas que la fondation de son argument était inexistante. Et pourtant, il avait avancé. Ce qu'il espérait, c'était que je n'irais pas chercher. Je sors de l'immeuble sur le trottoir. Il y a une boulangerie en face et quelqu'un pousse la porte. Et l'odeur du pain chaud atteint jusqu'au trottoir. Mon téléphone sonne. C'est le numéro de Léo. Il m'appelle depuis la tablette familiale parce qu'il a un problème avec son devoir de maths. Je décroche. Maman, je comprends pas la règle des parenthèses.
Et quelque chose dans moi se repose, une seconde, sur cette voix de 10 ans, qui ne sait pas encore la taille des choses qu'on porte pour lui. Il y a eu une période de 10 jours entre la médiation suspendue et la réunion finale, pendant laquelle je n'ai plus été brisée. J'ai été chirurgicale. Ce mot-là est venu tout seul, pas froide, pas sans affect, chirurgicale. Je rassemblais, j'ordonnais, je vérifiais. Isabelle avait rédigé une lettre à Sant'Elio demandant une attestation écrite de l'incident du DAF. Véronique avait demandé à Éric Mauget de formaliser ce qu'il savait dans un document signé. J'avais trié les 23 relevés de virement en ordre chronologique, surligné les montants, fait la somme à la main sur papier, pas pour me convaincre, mais parce que ça m'aidait de voir l'architecture dans sa totalité avant d'entrer dans une pièce. Le soir précédant la réunion, Karine est arrivée avec une quiche froide et une bouteille de Côtes-du-Rhône. Elle a posé les deux choses sur le plan de travail et elle ne m'a pas demandé comment j'allais. On a parlé de Léo, qui avait eu une bonne note en histoire géo, d'Inès, qui voulait faire de la poterie, de la pluie sur Lyon depuis une semaine, cette pluie de novembre qui s'installe dans les rues comme si elle avait toujours été là. Karine est partie vers 22h30 et avant de fermer la porte, elle m'a dit simplement « Tu es prête depuis longtemps, Nadia ». Je n'ai pas dormi tout de suite, mais j'ai dormi. C'est différent de ne pas dormir du tout. La réunion avait lieu à 10h dans le bureau d'Isabelle. Table ovale, fenêtre donnant sur des toits lyonnais gris, lumière d'automne froide et nette. Il y avait Isabelle et moi d'un côté, Maître Garel et Frédéric de l'autre, et à un bout de la table, le représentant du cabinet juridique de Sant'Elio, un homme d'une quarantaine d'années, qui avait le regard de ceux qui ont lu beaucoup de dossiers. Frédéric est entré avec une certitude que j'avais déjà vue sur lui. Cette façon de s'asseoir comme si la réunion était une formalité à traverser avant le résultat qu'il avait calculé. Je l'ai noté. J'ai gardé ça. Maître Garel a commencé en précisant que son client maintenait sa position initiale, mais était ouvert à une discussion sur les modalités de règlement. Il avait reformulé. Ce n'était plus la communauté légale qu'il invoquait, c'était la contribution équitable au patrimoine familial sur 12 ans. Il avait changé de terrain pendant la suspension. Isabelle a laissé Garel finir, puis elle a sorti le premier document, l'extrait du Code monétaire et financier, déjà montré en médiation, posé à nouveau sur la table pour le procès-verbal. Puis le second document, l'attestation écrite d'Éric Mauget, DAF de Sant'Elio, décrivant le contact de Frédéric Voisin 18 mois plus tôt, la demande d'information sur la valorisation prévisionnelle de la levée de fonds, le refus, le signalement. Puis le troisième document, les 23 relevés de virement du compte joint, triés en ordre chronologique, avec le total souligné en rouge, 47 000 €. Isabelle a posé le troisième document sur la table et elle a dit, sans lever la voix, « Monsieur Voisin a effectué 23 prélèvements depuis le compte joint commun vers le compte courant de son entreprise sur une période de 27 mois pour un total de 47 000 €, sans l'accord de Madame Bencherif et sans en faire mention lors des discussions financières du foyer. Ces montants constituent des prélèvements non consentis sur les biens communs. » Il y a eu un silence. Le représentant de Sant'Elio a aligné ses stylos sur le bord de son dossier. Frédéric regardait les relevés sur la table. Ce papier imprimé, ces chiffres qu'il connaissait, qu'il avait déposés lui-même et qui maintenant existaient dans une autre lumière. Ce vendredi soir de l'été dernier, quand j'étais rentrée plus tôt que prévu et que Frédéric avait fermé son application bancaire. Il venait de faire le virement de 2 800 € du mois de juillet et il vérifiait si le montant était passé. Ce soir-là, il m'avait dit « Un débit que j'attendais ». Et moi, j'avais mis les clés dans le bol à l'entrée et j'avais demandé s'il y avait du pain. Maître Garel a demandé un moment. Il est sorti avec Frédéric dans le couloir. La réunion a attendu 8 minutes. Quand ils sont revenus, Garel a dit que son client renonçait à toute réclamation sur les BSPCE et se désolidarisait de la demande initiale.
Frédéric n'a pas regardé vers moi quand Garel a parlé. Il regardait la table. Ce regard que j'avais vu au début de la réunion, cette certitude, qui s'était défaite en quelque chose de plus petit, quelque chose d'humain, dans ce sens précis où l'humain inclut aussi la capacité de se tromper sur soi-même et d'avoir à le reconnaître. Il a 44 ans, son agence est en faillite. Il a eu besoin, et il n'a pas su comment le dire, et alors il a construit une architecture pour prendre ce dont il avait besoin, en croyant que le mariage lui en donnait le droit. Ce n'était pas vrai. Mais la honte, elle, était réelle. Je l'ai vue une seconde comme ça. Ça n'a rien changé à ce qui s'était passé. Mais ça l'a rendue réelle d'une façon différente. Je me suis levée quand Isabelle a indiqué que la réunion était close. J'ai repris mon manteau sur le dossier de la chaise. En passant devant Frédéric pour sortir, je n'ai rien dit. Ce n'est pas parce que j'avais préparé quelque chose de calculé, c'est parce que tout ce que j'avais à lui dire, je l'avais mis dans un dossier avec des surligneurs et je l'avais posé sur une table. C'était dit. J'ai descendu l'escalier d'Isabelle et je me suis retrouvée sur le trottoir. Il pleuvait, novembre lyonnais, une bruine fine et constante. Je suis restée sous l'auvent de l'immeuble sans appeler Karine tout de suite. Je n'avais pas envie de parler. Je regardais les voitures sur le boulevard, les gens avec leurs parapluies, un couple qui courait en riant vers un café. Ce n'était pas la victoire qui ressemblait à la victoire qu'on s'imagine. C'était plutôt le poids qui m'avait accompagnée depuis des semaines, et qui depuis des mois avant ça avait une forme sans nom. Ce poids était exactement là, mais il ne pesait plus de la même façon. Il avait une forme maintenant. Il avait un nom. Et les choses qu'on peut nommer, on peut les poser quelque part. Si ça t'a touché, si tu as déjà porté quelque chose en silence parce que le nommer t'aurait coûté trop cher, mets un like. C'est petit, mais ça veut dire que tu es là et que tu comprends. Mon téléphone a vibré. Le message de Karine. C'est fait? Je lui ai envoyé un seul mot. Oui. Elle a répondu avec un seul caractère. Le point qui dit tout. Je suis repartie vers le parking. La pluie avait forci légèrement. J'ai mis mon col de manteau remonté et j'ai marché sans me presser. Les conséquences ont eu lieu sans que je les provoque. Elles se sont produites selon leur propre logique. Isabelle m'a informé 3 semaines plus tard que Maître Garel avait transmis à Frédéric l'analyse des prélèvements. En droit du régime matrimonial, les transferts non consentis depuis le compte joint constituaient une faute qui l'exposait à devoir restituer les 47 000 euros. Frédéric avait demandé du temps. Son agence n'avait pas ce temps. Voisin Conseil SARL a déposé une déclaration de cessation des paiements 2 mois après la réunion. Frédéric est retourné à Montpellier, chez ses parents, dans la maison de son père notaire. Je l'ai appris par un SMS de lui, laconique. Je pars quelques semaines chez mes parents, je te recontacte pour les enfants. Et par Karine, qui avait eu des informations de quelqu'un qui connaissait quelqu'un dans le réseau de communication lyonnais. Je ne me suis pas demandé comment il vivait ça. Je me suis demandé s'il comprenait maintenant. Probablement pas tout, peut-être une partie. Les enfants ont su par degrés. Léo d'abord, qui a l'âge de comprendre les mots sans en comprendre le poids. Il m'a demandé un soir si papa allait revenir vivre ici. Je lui ai dit que papa et moi avions décidé de vivre séparément, que ça n'avait rien à voir avec l'amour que nous avions pour lui et pour Inès, et que tout allait continuer comme avant pour leur quotidien. Il a demandé « C'est à cause du travail ?» J'ai dit que c'était compliqué, mais que oui, une partie venait de là. Il a hoché la tête avec ce sérieux de 10 ans qui m'a pris à la gorge. Inès a mis plus longtemps à poser des questions directes. Une semaine après, en me coiffant le matin, elle aimait me faire des tresses même si elle les ratait à moitié. Elle m'a demandé « Maman, est-ce que tu es triste ?» Et j'ai réfléchi avant de répondre, parce que la question méritait une vraie réponse et non une réponse consolante. Je lui ai dit « Je suis fatiguée, mais je ne suis plus inquiète. » Elle a continué la tresse sans dire autre chose. Il y a eu des gens qui n'ont pas rappelé. Le meilleur ami de Frédéric depuis le lycée, Laurent, qui venait dîner chez nous 3 ou 4 fois par an, qui jouait avec Léo au foot dans le couloir,
a cessé de répondre à mes messages. Je ne lui en veux pas. On choisit son camp quand les camps se forment. Ce n'est pas une trahison, c'est juste ce que les gens font. Ce qui est arrivé à la place, Karine, bien sûr, présente avec le naturel de ceux qui n'ont jamais eu besoin qu'on le leur demande. Et Véronique, lors d'une réunion sur la levée de fonds 2 semaines après, elle m'a retenue à la fin alors que tout le monde partait. Elle m'a dit une seule chose. Tu as construit quelque chose ici que personne ne peut démonter. Souviens-t'en les jours où tu seras fatigué. Je lui ai dit merci, pas plus. C'est le genre de phrase qu'on n'agrandit pas. La levée de fonds de Saint-Elio a clôturé 6 semaines après la réunion dans le bureau d'Isabelle. Mon pactage de BSPCE, nominatif, personnel, incessible, entièrement à moi, s'est converti en valeur liquide, 480 000 euros. Ce n'est pas de l'argent que j'ai dépensé tout de suite. Je l'ai mis dans un compte séparé, le mien, ouvert seul dans une agence que je n'avais jamais utilisée. L'après-midi où j'ai reçu la confirmation du virement, j'étais en réunion avec nos nouveaux partenaires américains. J'ai vu la notification sur mon téléphone, posée sous la table. Je n'ai rien montré. Mais pendant une seconde, j'ai pensé à mon père signant ce contrat qu'il ne comprenait pas, et à la promesse que j'avais faite, à 16 ans, de ne jamais rien signer sans lire. J'ai pensé que la petite avait tenu. Si cette histoire est restée avec toi, je veux te poser une question avant que tu partes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui a cru dans ce que tu construisais avant même que tu l'aies construit entièrement? Quelqu'un qui a vu la forme finale de la chose alors que tu n'en avais que les fondations? Mets-le en commentaire, je les lis tous. Et si tu penses que les histoires de femmes qui ont bâti quelque chose et refusé de le laisser démonter méritent d'être entendues, like cette vidéo, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine, et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Un samedi de décembre, 2 mois après que Frédéric soit parti, j'ai fait du couscous. Pas le couscous de Frédéric qui mettait de la muscade dessus et qui trouvait ça exotique, mais le couscous de ma mère, avec les merguez que j'achète chez le boucher du marché de la Croix-Rousse, et les légumes que ma mère fait cuire plus longtemps que les recettes ne disent, parce qu'elle dit que les légumes doivent fondre, pas résister. Léo et Inès ont mis la table, ce qui pour eux signifiait des fourchettes pas tout à fait droites et les serviettes pliées en triangle approximatif. Inès a mis de la musique, une chanson qu'elle avait découverte toute seule sur la tablette, quelque chose de pop en arabe qu'elle ne comprenait pas et qui lui plaisait pour ça. Je me suis retrouvée debout dans la cuisine qui sentait le bouillon de légumes et les épices, à entendre Inès chanter les syllabes sans les mots, et à voir Léo essayer d'expliquer à sa sœur le principe des vases communicants pour un exposé du lendemain en utilisant les bols à couscous. J'ai pensé, sans le dire à voix haute, à une fille de 25 ans qui avait débarqué dans cette ville depuis le 8e avec son DUT et sa bourse, qui avait appris à lire les contrats seule, qui avait ouvert des partenariats dans des régions dont elle ne connaissait pas les routes, qui avait construit quelque chose sans qu'on lui explique comment. Je lui ai dit, en silence, dans la langue que seul soi-même comprend, « Tu as tenu ». Après, j'ai servi les bols. Je m'appelle Nadia Bencherif, j'ai 41 ans, et je sais exactement ce qui est à moi.